beaucoup plus apprécié à l'étranger que dans son pays. Gorbatchev, c'est celui par qui le mur de Berlin est tombé. Laurent Alonot. Mikhail Sergueïevitch Gorbatchev accède au pouvoir le 11 mars 1985 après la mort de Konstantin Tchernenko. Propulsé au poste de secrétaire général du Parti communiste soviétique, puis nommé à la tête de l'État le 1er octobre 88, Mikhail Gorbatchev se fait élire le 15 mars 90 à la présidence de l'Union dans le cadre du nouveau système présidentiel qu'il essaye de mettre en place. Tout en consolidant son pouvoir, Mikhail Gorbatchev lance la perestroïka et la glasnost. Et parallèlement, le numéro 1 soviétique veut mettre un terme à la guerre froide. Il rencontre alors Ronald Reagan, puis George Bush. Dans l'intervalle, il met un terme à la guerre d'Afghanistan en retirant ses troupes et il permettra la réunification de l'Allemagne après l'effondrement du mur de Berlin. En URSS, la situation économique ne cesse de se dégrader et c'est Édouard Shevardnadze qui tire le premier le système d'alarme en annonçant en décembre 90 sa démission. L'ancien ministre des Affaires étrangères parle déjà d'un possible coup d'État. Cri d'alarme confirmé dernièrement avec la démission d'Alexandre Yakovlev. L'un des plus proches conseillers du président avait, lui aussi, remarqué l'émergence d'un groupe très influent au sein du noyau dirigeant du parti, opposé aux réformes. Une crainte aujourd'hui justifiée. Réaction encore très prudente partout dans le monde, mais souvent inquiétude et préoccupation. Et d'ailleurs, les marchés boursiers sont en chute libre, moins 8% à Paris, où une vingtaine de valeurs importantes n'ont pas été cotées. Voilà pour la chute de Gorbatchev. Nous vous tiendrons informés à chaque fait déterminant dans la journée. Sachez encore qu'en France, l'inflation est en hausse de 0,4% pour le mois de juillet, indice encore provisoire de l'INSEE. La météo pour cet après-midi, Jean-Pascal Attu. Bien, aujourd'hui, ce sera encore une belle journée d'été pour tout le monde. Seule anomalie, les températures qui restent encore un peu fraîches sur une partie du nord de la France. Alors ce beau temps, eh bien, on le doit bien sûr à notre anticyclone qui est toujours au meilleur de sa forme. Alors on regarde ensemble la carte de cet après-midi. Alors dans ce champ tout bleu, quelques moutons blancs isolés traverseront encore les régions proches de la Manche. Près des Pyrénées, ils seront plus nombreux au point de cacher le soleil. Alors les températures, elles iront de 20 à 27 degrés sur le nord et de 25 à 32 degrés sur le sud, 32 à Perpignan et Nîmes. Interflora, des fleurs dans le monde entier. Très bonne journée à tous. Vos soirées. Lundi 26, Né pour vaincre. J'ai mon blé, je reviens, on part en voyage, on fera tout ce que tu voudras. Mardi 27, les aventures du baron de Munchausen. Baron de Munchausen. Mercredi 28, le sang des otages. Dites-moi ce que vous feriez si c'était votre père. Jeudi 29, aventure de Catherine C. Était déjà amie avec une femme. Vendredi 30, scandale au ministère. Samedi 31, l'étrange pouvoir d'un tunnel ordinaire. Dimanche 1er, Tati Daniel. Morue. Dimanche soir, l'équipe du dimanche. Né pour vaincre, les aventures du baron de Munchausen, le sang des otages, aventure de Catherine C, scandale au ministère, l'étrange pouvoir d'un tunnel ordinaire, Tati Daniel, l'équipe du dimanche, du 26 août au 1er septembre. Ces astronautes s'appelaient Armstrong et Aldrin. C'était en juillet 1969, un des plus vieux rêves de l'homme, marcher sur la Lune, allait enfin se réaliser. 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. We have a liftoff.
célébrant cet anniversaire, le président Bush a proposé d'autres horizons à l'aventure spatiale. Le temps est venu de regarder au-delà des succès ponctuels. Il faut nous engager dans un programme permanent d'exploration du système solaire et fonder une organisation permanente de l'espace. Objectif du siècle à venir, la Lune à nouveau et un voyage vers une autre planète, un vaisseau habité vers Mars. Des fusées géantes assembleront en orbite les éléments d'un nouveau vaisseau spatial, pour un voyage de 2 ans environ, aller et retour. Ici, au centre Marshall de la NASA, on prépare la construction de la gigantesque navette qui acheminera dans l'espace les éléments nécessaires à l'assemblage du vaisseau spatial. Là, dans un autre centre, le centre Johnson, on met au point les techniques et les matériaux qui permettront de contrôler depuis la Terre l'état de santé des astronautes. Ailleurs, on sélectionne les plantes les mieux à même de résister à un séjour prolongé dans un vaisseau spatial. Ailleurs encore, on élabore un véhicule d'une conception entièrement nouvelle, le Mars Rover. La planète mystérieuse est déjà si bien connue qu'on a commencé à tirer de sa surface des cartes détaillées et des maquettes en relief d'une incroyable précision. Mars, depuis toujours, fait peur. En Orient, on l'appelle la planète de feu. En Occident, on lui donne le nom du dieu de la guerre à la violence incontrôlable. Cette lumière si lointaine et si brillante dans le ciel nocturne inquiète et fascine à la fois. C'est vers la fin du 19e siècle que l'intérêt pour Mars s'est éveillé, grâce à un astronaute américain, Percival Lowell. Il lui consacre tout son temps, engloutit sa fortune dans la construction de cet observatoire dans l'Arizona, le plus grand observatoire privé au monde. Grâce à son gigantesque télescope, il observe le premier un réseau de taches sombres sur la surface de la planète. Pour Lowell, c'est à coup sûr un système de canaux permettant aux Martiens d'acheminer l'eau des calottes polaires vers les régions désertiques. Lowell le visionnaire a eu beaucoup d'héritiers. Combien de films et de bandes dessinées nous décrivent des cités futuristes où les Martiens, tantôt terribles, tantôt inoffensifs, ont su atteindre un niveau technologique très enviable. Une légende si fortement enracinée que la croyance en une forme de vie sur Mars s'est maintenue jusqu'à très récemment. « 1975, les Américains lancent vers Mars la sonde spatiale Viking, chargée de nous envoyer une passionnante planète.
Vu de près, le sol est poussiéreux, rougeâtre, parsemé d'innombrables blocs rocheux de toute taille. À perte de vue, des étendues désertiques, pas la moindre trace de vie, à plus forte raison de martiens. Les trésors arrachés à Mars par Viking ont été déposés à l'Institut de géologie des États-Unis en Arizona. 55 000 clichés enregistrés et classés sur ordinateur. Déchiffrées et traitées avec les méthodes d'analyse les plus sophistiquées, ces photographies ont permis d'établir un relevé cartographique complet de la surface de la planète. Il a fallu 13 ans de travail pour réaliser cet extraordinaire globe de Mars en relief. Cette énorme entaille, la vallée de Marineris, large par endroits de 300 km et atteignant jusqu'à 8000 mètres de profondeur, court sur près de 5000 km au niveau de l'équateur. Ici, le lit profondément creusé d'une rivière dont la pente se dirige vers une énorme cuvette, vraisemblablement un lac aux larges baies arrondies qui un jour a été rempli d'eau. Là, comme les bras multiples d'un fleuve qui se serait divisé en un vaste delta. Et cette longue entaille qui creuse le sol comme la faille d'un canyon. On pense aujourd'hui que Mars devait, il y a 4 millions d'années environ, jouir d'un climat modéré et être sillonné de fleuves et baigné de larges océans, comme notre Terre. Si, comme de nombreux indices semblent le prouver, l'eau a existé sur Mars à une certaine époque dans des quantités très abondantes, à la suite de quel cataclysme a-t-elle pu disparaître? En fait, l'eau n'aurait pas disparu. On est arrivé à la conclusion, à la suite d'analyses approfondies de l'atmosphère et de la topographie de la planète, qu'elle était toujours là, gelée sous la surface du sol. On a cru d'abord qu'il y avait sur le sol de Mars environ 10 mètres d'eau, ce qui réparti sur toute sa surface est en fait très peu. Depuis, quand on a pu disposer de plus de données sur d'autres planètes, comme Vénus, on a révisé ces estimations. Le volume d'eau de Mars pourrait avoir atteint, en considérant la totalité de sa surface, une hauteur de 100 à 200 mètres. Et s'il n'y avait que ce mystère de l'eau disparue, mais on en compte tant d'autres, tant de phénomènes naturels qui restent à élucider, comme les vents de Mars. Des vents violents qui balayent en permanence toute la surface de la planète. Ces vents charrient des particules de sable qui bombardent le sol, y laissant des traces profondes. À la saison froide, une gelée blanche couvre le sol des régions polaires, car Mars, comme la Terre, a des saisons.
Ce survol aérien de Mars à basse altitude a été simulé par ordinateur à partir de dizaines de milliers de photographies et en prenant en compte un nombre considérable de données complémentaires. Quatre saisons, une journée de 24 heures, d'énormes réserves d'eau. Voilà bien des arguments pour installer ici un jour une ou des bases permanentes. « 1973, la sonde Mariner 10 est envoyée vers Mercure, la planète la plus proche du Soleil. Mercure est un désert brûlant dépourvu de toute atmosphère, avec des températures de plus 400 degrés le jour et moins 170 la nuit. Vénus maintenant. Plus proche de la Terre et d'une taille équivalente. Malheureusement, elle est couverte d'un épais nuage composé de gaz carbonique et de mini-particules d'acide sulfurique concentré. La sonde spatiale soviétique Venera a pu percer ces nuages et nous en apprendre plus sur la constitution de cette planète. Température jusqu'à plus 460 degrés centigrades, une pression de 90 millibars à la surface et pas la moindre goutte d'eau. Bien entendu, invivable pour des êtres humains. Et puis, il y a eu les deux sondes Voyagers, chargées en 1977 d'explorer 4 autres planètes beaucoup plus loin de nous que Mars. Un voyage de 12 longues années. Jupiter d'abord. De loin, la planète la plus volumineuse du système solaire. Mais rien d'autre qu'une gigantesque masse gazeuse d'un volume 1000 fois supérieur à celui de la Terre. Des nappes d'hydrogène sulfuré et de gaz d'ammoniac glissent à plus de 300 km/h au-dessus de sa surface. Pas question de tenter de se poser sur ce magma. Après Jupiter, Saturne et ses célèbres anneaux. Elle aussi est une planète gazeuse. Les photographies de ces anneaux prises par Voyager sont d'une beauté confondante et sans rapport avec ce que l'on avait pu imaginer. Les fameux anneaux concentriques sont en fait constitués de milliers de lamelles accolées, elles-mêmes composées d'innombrables particules de glace. Saturne est de façon évidente inhabitable. Il a fallu 9 ans à Voyager pour atteindre Uranus. Et 3 années de plus pour s'approcher de Neptune. Résultat des observations, on a affaire à 2 astres morts, glacés, entourés de gaz et dont la température est de moins 200 degrés centigrades. Mars est bien la seule planète du système solaire où l'homme peut envisager de prendre pied. Est-il possible que notre minuscule planète perdue dans l'immensité de l'espace soit la seule à détenir le monopole de la vie ?
Un début de réponse a peut-être été découvert dans les glaces du pôle Sud, sous la forme d'un météorite. Le centre spatial Johnson a réuni et étudié des dizaines de météorites ramassés sur le continent antarctique. Parmi tous ces cailloux, il en est un qui a retenu l'attention des chercheurs de la NASA. Pas très différent des autres à première vue, mais qui a l'énorme intérêt de provenir de Mars. Sa surface était criblée de trous et des poches dans la pierre retenaient du gaz. Un gaz provenant du sous-sol de Mars. Il a pu être établi que la composition de ce gaz était identique à celle de l'atmosphère de Mars analysée par la sonde Viking. Mais quel secret peut bien cacher ce caillou en apparence insignifiant pour passionner les chercheurs du monde entier, comme ceux de ce laboratoire de chimie de l'espace près de Londres? Après l'écrasement au sol du météorite, sa surface a forcément été altérée par son immersion dans le milieu terrestre. Pour pouvoir conduire une observation valable, il fallait donc en extraire le cœur, la région indemne de toute pollution. Porté à haute température, le cœur du météorite a livré ses composants. Et au printemps 1989, on a réussi à déceler dans ce cœur la présence d'une substance organique essentielle à l'apparition de la vie. Ce que nous avons découvert dans cet échantillon est peut-être la trace fossilisée de quelque chose qui s'est produit sur Mars il y a très longtemps. Peut-être des étapes antérieures au processus de la vie. Les molécules étudiées pourraient être devenues, en évoluant, des éléments constitutifs de matériaux vivants. Nous avons peut-être découvert les étapes initiales d'un processus qui n'a pas abouti sur Mars, mais s'est réalisé sur la Terre. Mars est donc un terrain idéal pour étudier les chaînons manquants de l'apparition de la vie. Alors, pourquoi pas un jour sur le sol de Mars, la découverte d'autres amorces de vie ou de matière vivante? De 1969 vers la Lune, il a fallu aller sur Mars et en revenir demandera 2 ans. C'est une entreprise d'une toute autre échelle. Première étape, la construction de la station orbitale Freedom. Achèvement prévu 1995. Une gigantesque nef de 155 mètres de long qui flottera dans le ciel à 460 km de la Terre.
Cette station expérimentale permettra de résoudre entre autres les problèmes de soins médicaux, d'hygiène physique et morale, et aussi d'intendance. Nourriture, environnement. Les plans actuels prévoient que les équipages embarqués sur Freedom seront de 8 hommes, qui se relayeront tous les 3 mois. Parallèlement à la mise en place de cette station orbitale, une fusée sera envoyée vers Mars entre 1995 et le début des années 2000. Cette fusée transportera le Mars Rover, ce fameux véhicule doté d'intelligence. Totalement autonome, conçu pour s'adapter à la configuration du sol, programmé pour surmonter les difficultés et les obstacles éventuellement rencontrés, le Mars Rover sera capable, grâce à ses yeux et à son cerveau électronique, de sélectionner les échantillons de sol qu'il ramènera sur Terre. Premier but de cette collecte, déterminer si la surface de Mars abrite des micro-organismes ou des bactéries inconnus sur Terre et pathologiquement dangereux pour l'homme. Dans les années 2010, premier vol habité. Objectif de l'équipe, aussitôt déposée sur le sol de Mars, rechercher d'éventuelles traces de vie, faire l'inventaire des ressources en eau et en minerais en vue de l'établissement d'une base permanente. Il faudra jusqu'aux années 2050 pour acheminer et déposer sur Mars le matériel nécessaire à la construction d'une station habitée. Tout ça, ce sont les objectifs, le rêve en quelque sorte, mais les moyens d'y parvenir. Et d'abord, la fusée capable de lancer le vaisseau spatial. La fusée Saturne V, celle qui a emmené 3 astronautes vers la Lune au cours de la mission Apollo, la plus grande fusée jamais lancée pour des explorations de l'espace, n'avait que 110 mètres de long et 10 mètres de diamètre pour un poids de 2940 tonnes. Bien insuffisant pour acheminer un équipage de 8 hommes à une distance de plusieurs centaines de fois supérieure. Si ce vaisseau spatial devait être construit ici sur Terre, la fusée capable de le lancer devrait être de 5 à 6 fois plus volumineuse, quelque chose d'absolument gigantesque. Et il n'est pas sûr qu'on puisse construire une fusée de cette taille, ni non plus qu'on puisse la faire fonctionner. Aussi, les responsables du projet ont dû décider que le vaisseau serait constitué de 5 à 6 éléments lancés séparément et assemblés dans l'espace. Encore faudra-t-il acheminer en orbite ces éléments dont le volume et le poids restent considérables. Cela, c'est la responsabilité du Centre spatial Marshall qui travaille actuellement à la construction d'une super navette capable de transporter un fret 3 fois plus important que les navettes actuelles Discovery ou Challenger. Et il ne restera plus qu'à assembler les pièces de ce mécano géant, loin, là-bas dans l'espace. Le vaisseau est assemblé, rien n'arrêtera plus sa course vers Mars. Encore faut-il que les hommes à son bord arrivent vivants. La réponse à ce défi se trouve peut-être dans cette ferme expérimentale de l'Université de l'Utah, au pied des montagnes rocheuses. Des milliers de variétés de blé différents ont été réunies ici en provenance du monde entier, pour sélectionner celle qui sera cultivée à bord du vaisseau spatial. On s'efforce d'obtenir par croisement un blé idéal,
à haute valeur nutritive, qui pousse rapidement en quantité abondante et sans prendre de place. On a recréé dans les serres les conditions qui seront celles du vaisseau. Une flamme reste allumée en permanence pour vérifier le taux de gaz carbonique dans la serre. Ce taux commande en effet la vitesse de croissance des épis de blé. Pour accélérer cette croissance, la lumière électrique reste allumée jour et nuit. On s'est d'ailleurs aperçu que le choix de la couleur de cette source lumineuse avait une grande influence sur la croissance du blé. Le blé obtenu est digne de toutes les médailles agricoles et son rendement au mètre carré, un incontestable record du monde. Seulement, ces performances ont été acquises avec des épis poussant la tête en l'air. Que va-t-il se passer en état d'apesanteur? Pour stimuler cet état, on a placé les plantes sur les parois internes d'un cylindre qui tourne autour d'une source lumineuse située dans son axe. Le blé n'est pas affecté. Par contre, les plants de haricots le sont. Ces recherches se poursuivront jusqu'au départ de la mission, car elles sont de toute première importance pour son succès. Bien entendu, ces expériences ne se bornent pas au blé et aux haricots. Les chercheurs passent aussi au crible le riz, les tomates, les pommes de terre, les salades. The main reason to grow plants is for food. But la principale raison pour faire pousser des plantes à bord, c'est la nourriture. Mais il y en a d'autres. Recycler le gaz carbonique en récupérant de l'oxygène. Et même donner aux plantes de l'eau usée et récupérer une eau potable à travers leur transpiration. Donc de l'eau pure, de l'air propre et bien sûr de la nourriture. En 1973, les Américains ont lancé un premier laboratoire spatial, Skylab, afin d'étudier les effets sur l'organisme humain d'une station prolongée en apesanteur. Les astronautes n'ont pas passé tout leur temps à bord à jouer. Ils ont été soumis aussi à de nombreux contrôles physiologiques et médicaux.
La conclusion de ces contrôles est plus inquiétante qu'on ne le pensait. Même dans le cas d'une alimentation riche et régulière et d'exercice physique quotidien, l'apesanteur affaiblit la puissance et la résistance du muscle cardiaque et fait baisser le taux de calcium dans les os jusqu'au point de mettre éventuellement en danger la vie des astronautes. Cette capsule en provenance de Skylab dépose sur l'océan 3 astronautes qui ont passé 84 jours dans le laboratoire spatial. Leur maladresse pour s'extraire de la capsule est manifeste. Perdus, déboussolés, ils paraissent incapables d'effectuer les gestes les plus simples. Si leur état est tel au bout de 3 mois, qu'en sera-t-il après 2 ans? Une seule solution, faire tourner le vaisseau spatial sur lui-même afin de créer une force centrifuge qui rétablira une gravitation artificielle à l'intérieur. Le vaisseau est en route vers Mars. La gravitation terrestre a été rétablie à bord. Les hommes n'auront pas à souffrir d'apesanteur. Tous les dangers, tous les risques ne sont pas pour autant écartés. Celui d'abord d'une maladie sérieuse ou d'un accident. Et plus inquiétant parce que susceptible d'atteindre à tout moment chacun des astronautes, le stress engendré par le sentiment de solitude, l'angoisse d'être coupé de tout. Cet isolement, les cobayes de Skylab l'ont vécu et ressenti avec une intensité au-delà de toute description, comme le raconte Joseph Kerwin. On était très amis tous les trois, mais nos familles, nos autres amis, étaient tous en bas au sol. Je me souviens, on était en train de dîner, c'était le 23e jour. L'un de nous a levé la tête et a dit « Cette 23e journée n'en finira jamais. Quand va-t-on rentrer ?» Il restait à peine 5 jours. Le lendemain matin, un appel de la NASA. « Êtes-vous d'accord pour rester encore une semaine? Nous aimerions faire quelques expériences de plus. » Alors nous, ouais, magnifique Houston. Et comment? On est ravis. La communication terminée, on s'est regardé, pourvu qu'il ne le fasse pas. Pour aller sur Mars, il y aura 4, 6 ou 8 hommes. Quel que soit le nombre, leur isolement sera bien pire que le nôtre. Nous étions isolés, mais nous savions qu'il était possible de nous ramener sur Terre en un jour à peine si nécessaire. Avec Mars, ce ne sera pas un jour, mais un an. Au mieux 9 mois. Savoir qu'on ne peut plus compter que sur soi, personne pour vous aider. Votre univers se résume aux dimensions de votre vaisseau. Ce sera un peu comme d'avoir à réinventer son propre pays. On aura son président, son juge. Il faudra rédiger des lois et les faire exécuter. C'est toute une société à édifier. Je me demande si le plus important pour ces hommes ne sera pas d'avoir quelque chose de très fort en commun, une philosophie de la vie, des croyances religieuses. Quelque chose qui, au-delà des différences, les unira et en fera une équipe. Le compte à rebours a donc commencé. Malgré toutes les inquiétudes, tous les obstacles, il ira jusqu'au bout. Dans cet atelier du Centre Marshall, la construction de la navette Columbia est déjà presque achevée. Une étape avant le lancement de la station orbitale Freedom, première base avancée de l'exploration de Mars.
L'isolement des parois de la navette contre les très fortes températures est assuré par un revêtement de carreaux réfractaires. 30 000 carreaux fabriqués à la main, tous différents de forme et de dimension. Why do I think America would like to go to space? Pourquoi les Américains veulent-ils aller dans l'espace? I would say probably because Sans of doute the par unknown. goût de l'inconnu. Get into the unknown. Wouldn't you like Vous to know n'aimeriez pas something parvenir à that you connaître ce que vous ne connaissez pas? find out about it? Keep ahead of anybody else. Pour rester les premiers. Keep up on top. I was a kid, I never thought we were going to go to the moon, and we went to the moon. So, you know, right now, I guess it's a little Même si c'est far difficile beyond à imaginer, je pense qu'un jour ou imagination to l'autre, go to nous Mars, irons sur Mars. but maybe we will go someday to Mars. Une navette Columbia a été lancée le 5 juin 1991 avec 7 hommes à bord, dont 3 médecins et 1 biologiste. Cette première mission de 9 jours a pour but d'étudier le mal de l'espace dont se plaignent les astronautes. Il faudra encore beaucoup d'autres de ces missions avant le vol vers Mars. On a toujours essayé de repousser les frontières. On les a repoussées partout sur Terre. Puis on a repoussé les frontières jusqu'à la Lune. Et on les repoussera un jour au-delà. Le besoin de découverte fait partie de l'humanité. On le fera, c'est sûr. La seule question, c'est quand.